Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mai 2022 et on va parler du crash des crypto-monnaies. On va essayer de répondre à la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. Est-ce une opportunité ou un avertissement? Et bien entendu, on va parler de ce qui s'est passé sur Luna, hein, donc sur le marché des stablecoins plus particulièrement avec Terra Luna. Avant cela, nous allons aborder l'inflation parce que ça a été le focus de la semaine dernière, hein. C'est le focus des investisseurs, étant donné que c'est principalement ce qui détermine la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et donc, pour l'heure, l'amplitude des hausses de taux et donc l'agressivité de la Réserve fédérale américaine pour combattre cette inflation. On va aborder également le compartiment des matières premières. On va très brièvement parler de l'économie chinoise. Ça fait partie des craintes à l'heure actuelle sur les marchés et on va faire un lien avec deux matières premières principalement, donc le cuivre, et nous allons aborder également le blé qui a été au centre de l'attention, qui est au centre de l'attention depuis ce week-end, depuis que l'Inde a annoncé l'interdiction d'exportation de blé. On va voir que vaut l'Inde sur ce marché-là. Est-ce que c'est un important exportateur de blé? En tout cas, c'est un très grand producteur et nous allons en parler. Donc voilà pour le programme. Avant toute chose, nous allons débuter par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal. On fait un point sur l'actualité, donc effondrement du marché des crypto-monnaies. Il y a des centaines de milliards qui ont été évaporés du marché. Il y a plusieurs causes à cela. On va en parler. On va lister les différents catalyseurs baissiers, ce qui pèse à l'heure actuelle sur le marché des crypto-monnaies. En parallèle, le marché boursier est en grande difficulté. On tente de rebondir. Wall Street a du mal à se ressaisir, hein, et même chose pour les indices européens. Le cuivre et l'aluminium sont sous pression et cela témoigne du ralentissement de l'économie chinoise, on va le voir, et le blé qui repart à la hausse suite à l'annonce de l'Inde. Donc on va débuter, avant ça on va parler du chiffre de la semaine dernière, l'inflation. L'inflation américaine qui ne ralentit pas, même si la pression sur les prix pourrait sembler se relâcher quelque peu. Mais on va voir cela plus dans le détail. Nous avons donc une inflation qui est ressortie à 8,3% et vous retrouverez ici la contribution, hein, de chaque compartiment, contribution à cette inflation. Ce que l'on peut voir, c'est que l'on a une croissance plus faible des prix des voitures, notamment des voitures d'occasion, et cela relâche justement un petit peu la pression sur les prix, mais elle est toujours bel et bien visible, hein. Vous retrouverez donc les prix des voitures et des voitures d'occasion en rose avec une légère contraction. Et il y a d'autres facteurs inflationnistes qui se maintiennent, qui persistent, et donc on pourrait assister à une inflation qui perdure. À noter également que selon les récentes données du rapport NFP, donc sur le marché du travail aux États-Unis, les pressions salariales continuent de s'accentuer et cela ne va pas améliorer la situation d'un point de vue inflation. Et cela indique également que la Réserve fédérale américaine pourrait agir encore plus agressivement malgré les attentes d'un relâchement de la pression, hein. Donc tout indice d'une Fed moins hawkish, voire même dovish par rapport aux attentes, permettrait donc aux actifs risqués de repartir à la hausse. Mais malheureusement, hein, les données du marché du travail pourraient empêcher la Fed d'adoucir le ton. Cela pourrait donc forcer la Fed à être hawkish. Donc, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a un effet base qui a contribué au ralentissement de l'inflation. Donc ici, encore une fois, à gauche, hein, vous retrouverez la contribution dans l'inflation en annuel, la contribution de différents compartiments. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, si ce n'est que l'effet de base et que l'inflation s'étend, la Fed devrait, en plus de maintenir un rythme de hausse plutôt conséquent, on parle de 50 points de base maintenant, avant c'était plus du 75 points de base,
elle sera également en parallèle obligée d'accélérer la réduction de son bilan. Et c'est peut-être ce qui pourrait porter le coup de grâce au marché, porter le coup de grâce à Wall Street, c'est retirer toutes ces liquidités, des liquidités qui ont permis aux indices d'aller marquer des records historiques pendant la pandémie. Si ces liquidités qui ont porté les indices vers des records sont retirées du marché, hein, on peut imaginer les conséquences. Et Jérôme Powell a d'ailleurs annoncé qu'il y a des facteurs que la Fed n'est pas en mesure d'influencer qui pourraient entraîner un atterrissage brutal de l'économie, hein. C'est vraiment la crainte, c'est cet atterrissage brutal de l'économie. On essaye d'avoir un atterrissage en douce, mais malheureusement, certains facteurs ne sont pas maîtrisables par la Réserve fédérale américaine et c'est ce qui pourrait empêcher donc cet atterrissage en douceur. Alors, on va voir, quelles sont les attentes, hein, d'un point de vue des hausses, de taux. Alors bon, il y a eu des baisses considérables du marché actions, il y a eu des chiffres, de l'inflation avec une inflation plutôt, élevée et donc on assiste à des anticipations, à une probabilité plutôt de 3 hausses de taux de 50 points de base, cette année qui augmente, nettement. Donc on a du 100 pour le mois de juin et 60 pour septembre, hein, ici du 50 points de base. Alors, il faut savoir qu'avant, cette probabilité n'était que de 40%. Alors, à l'heure actuelle, les probabilités donc de prochaines hausses de taux ne cessent d'augmenter au vu, on l'a dit, hein, de ces chiffres de l'inflation, du marché du travail, et également ce qui se passe à Wall Street. Alors, on parle de plus en plus de hausse de 75 points de base, malgré le fait que James Bullard ait exclu une telle décision pour le moment. Alors, cela dépendra des chiffres à venir, de l'évolution de la situation économique, mais en tout cas, hein, pour l'heure, le mois de juin, cela semble acquis, hein, la hausse de taux de 50 points de base. Les agents, les acteurs voient 100% de chance d'avoir une hausse de taux de 50 points de base pour le mois de juin. Alors, à présent, nous allons nous intéresser à ces pays, la Chine et le Japon, qui détiennent donc des bons du trésor américains. Et ce que l'on craint à l'heure actuelle, c'est que ces derniers soient obligés de se séparer de ces obligations. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un dollar extrêmement fort. On en parle tous les jours en Good Morning Market. Et donc, il est de plus en plus coûteux pour les détenteurs tels que la Chine ou le Japon de couvrir leurs avoirs en obligations américaines, hein. Lorsque, par exemple, le 10 ans américain augmente, le rendement du 10 ans américain augmente, il faut savoir que le prix baisse. Il y a une corrélation purement négative. Et donc, ici, la crainte, c'est de voir se répliquer ce qui s'est passé lors de cette période, la période de 2013 à 2018. On a une réduction considérable des avoirs en obligations américaines de la Chine et du Japon. Et donc, c'est la crainte que l'on a ici, c'est de voir ce scénario se répliquer comme ce que l'on a pu constater en 2013-2018. Et donc, c'est près de 1000 milliards d'obligations d'État qui sont détenues par la Réserve fédérale américaine qui doivent arriver à échéance cette année. Et ça augmente les chances d'une réduction accélérée du bilan. Et donc, dans ce contexte-là, Bloomberg indique que les rendements à 10 ans pourraient atteindre 3,6%, parce qu'en cas de vente, cela créerait, cela créerait une tension supplémentaire baissière sur les prix et donc une tension haussière sur les rendements du 10 ans américain. Et donc, la vente, hein, c'est bien entendu si la Chine et le Japon venaient à se défaire petit à petit de ses avoirs. Donc voilà la crainte, hein, concernant le 10 ans américain, par exemple, et on connaît les conséquences que cela pourra avoir, notamment d'ailleurs sur les métaux précieux, mais aussi sur tous les actifs risqués. Alors à présent, on va s'intéresser aux valorisations de Wall Street. On en a beaucoup parlé lors des points hebdomadaires, des valorisations à des niveaux extrêmes. Alors il y a eu du changement à ce niveau-là. À l'heure actuelle, Wall Street n'est plus surévalué, hein. Vous pouvez le voir ici sur le graphique, on retrouve le PE et le PE prévisionnel qui sont tombés à des niveaux pré-pandémiques, hein. Donc ici, vous voyez, on est à des niveaux de début 2020, les niveaux que l'on connaissait en fin 2019 même. Ici, hein, on a connu l'effondrement le plus important, hein, comme on peut le voir, depuis 2009,
2011. Donc Wall Street qui n'est plus surévalué, hein, une surévaluation qu'on a abordée à maintes reprises lors de ces points hebdomadaires. Alors à présent, on va s'intéresser aux matières premières. Tout d'abord le cuivre et l'aluminium. Pourquoi? Parce que ce sont deux matières premières qui nous indiquent l'état de santé de l'économie chinoise. Alors très souvent, on a fait le rapport entre l'impulsion du crédit en Chine et le cuivre, avec un certain retard de quelques mois. Lorsqu'il y a une hausse de l'impulsion du crédit en Chine, cela entraîne le cuivre à la hausse, il me semble, 6 mois plus tard. Alors donc on comprend, hein, pourquoi le cuivre, et c'est la même chose pour l'aluminium, sont des sortes de baromètres de l'état de santé de l'économie chinoise. Et au vu donc des prix du cuivre et de l'aluminium, hein, on peut en conclure que l'économie chinoise ne se porte pas bien du tout. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Citigroup c'est encore une nouvelle banque, hein, ici, qui vient d'abaisser ses prévisions de croissance du PIB pour la Chine. Donc Citigroup qui prévoit que la croissance atteindra 4,2% en 2022, et c'est en baisse par rapport à la prévision précédente de 5,1%. Donc l'économie chinoise inquiète. On a un yuan également qui perd énormément de valeur, et cela est un autre indicateur de l'état de santé de l'économie chinoise. Et donc cette politique zéro Covid n'améliore pas la situation. Les différents confinements ont menacé l'économie chinoise et vont impacter durement la croissance chinoise. Et c'est d'ailleurs, hein, l'une des craintes à l'heure actuelle sur les marchés, c'est l'un des catalyseurs baissiers. Donc ici, le cuivre et l'aluminium sont vraiment un excellent indicateur de cette économie chinoise. On retrouve ici, hein, le yuan, l'USD CNH en net repli, qui lui aussi vient nous confirmer l'état de santé de l'économie chinoise. Alors à présent, on va parler du blé, et là c'est l'Inde qui vient restreindre ses exportations, et cela a propulsé le blé, donc une hausse de plus de 5% hier. Donc ici, ce que l'on voit, bon, effectivement, les exportations de l'Inde sont relativement faibles, hein, par rapport à, par exemple, la Russie ou l'Union européenne. Mais malgré cela, cette annonce de l'Inde de restreindre ses exportations de blé pour préserver sa sécurité alimentaire a eu un impact considérable sur les prix. Bon, on a déjà eu une hausse considérable, hein, fin février, après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc qui représentait d'ailleurs 12% des exportations mondiales. À eux deux, les deux pays représentent 25% des exportations mondiales de blé, et 13% des exportations de maïs, hein, d'ailleurs, proviennent d'Ukraine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine a provoqué des pénuries de blé dans le monde entier, et ça a ravivé les craintes de famine et de troubles sociaux, hein, dans de nombreux pays en développement, parce que qui dit pénurie de blé dit troubles sociaux, et donc c'est la crainte de certains gouvernements de pays en développement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette hausse des prix du blé a également été soutenue par deux facteurs. La hausse des prix des engrais, on l'a dit à maintes reprises, la Russie est un important producteur d'engrais, mais également la faiblesse des récoltes. Alors, lorsque l'Inde a annoncé cette restriction des exportations, ça a eu un effet immédiat sur le prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde est tout de même le deuxième plus grand producteur de blé au monde. Et vous voyez tout de même son classement. Il est classé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e en termes d'exportation, alors qu'il est le deuxième plus grand producteur de blé au monde. Et donc, sa production a chuté de près de 3 millions de tonnes par rapport aux 106 millions de tonnes de l'année dernière. Et donc, dans ce contexte-là, les prix sur le marché en Inde, sur le marché intérieur, ont augmenté de 20 à 40%. Et donc, effectivement, euh, pour cause, hein, il y a plusieurs causes à cela. Tout d'abord, il y a des vagues de chaleur, hein, qui menacent les rendements des cultures. Donc, le gouvernement indien se doit de sauvegarder les approvisionnements nationaux, et l'Inde devrait continuer à exporter tout de même vers ses pays voisins, dont le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement c'est l'Inde est l'un des plus grands producteurs de blé, mais pourquoi c'était pas l'un des plus grands exportateurs de blé? Tout simplement parce que le pays consomme 102 millions de tonnes sur les 109 millions de tonnes qui sont produites. Donc
voilà pourquoi on le retrouve en huitième position sur ce classement, alors qu'en termes de production, l'Inde est deuxième. Donc voilà pourquoi l'Inde a mis en place cette restriction des exportations. C'est pour justement l'approvisionnement intérieur, hein, du pays, pour éviter des famines et éviter des troubles sociaux éventuellement. Et donc cela a eu un impact considérable sur les prix du blé, des prix du blé qui n'avaient pas besoin de ça à l'heure actuelle. Lorsqu'on a l'Ukraine, ici on va se baser sur les principaux exportateurs, on a l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, donc ça fait déjà deux sources d'approvisionnement qui sont compromises, et on a l'Inde ici. Et donc face à toute cette offre retirée du marché, les autres exportateurs, je pense à l'Union européenne, l'Australie, le Canada, les États-Unis par exemple, devront également sécuriser l'approvisionnement de leur territoire, et donc réduire considérablement leurs exportations. Et donc, dans tous les cas, cela continue d'aggraver les tensions sur ce marché-là. Alors, d'un point de vue graphique, on le voit ici. Voici le moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, c'est l'annonce de l'Inde. Et donc, on pourrait imaginer un blé qui va aller chercher, qui s'accélère, des prix du blé qui accélèrent pour aller chercher les récents sommets qui ont été marqués suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, hein. D'un point de vue support, hein, c'est ce retracement qu'il faudra surveiller, le retracement à 23,6%. Et donc, dans le cas d'un test de ce support, ça pourrait être un point, donc, un point d'entrée avant une reprise haussière. Pour le moment, on a eu cet effet annonce, cela devrait retomber, mais sur le moyen terme, on peut s'attendre à un blé qui est de retour sur les récents sommets. Donc voilà pour le blé, on va terminer avec le thème, hein, de cette vidéo, la panique sur le marché des crypto-monnaies, l'effondrement de Luna. Alors on a un marché des crypto-monnaies qui est en grande difficulté. Il y a plusieurs facteurs, hein, qui expliquent ces difficultés du marché des crypto-monnaies. Tout d'abord, un Nasdaq en perdition, resserrement de la politique monétaire, donc une ère de taux d'intérêt élevé à laquelle le marché n'est pas habitué, hein. Je vous rappelle qu'il y a un fort coefficient de corrélation, hein, avec le Nasdaq à 0,66, donc du Bitcoin avec le Nasdaq. Ce coefficient de corrélation est encore plus élevé avec le S&P 500. Alors, le deuxième facteur baissier pour le marché des crypto-monnaies, c'est l'effondrement de ce projet Terra Luna et l'incertitude qui en résulte, hein, pour les autres projets. Il me semble que 1 million investi dans Terra Luna, dans Terra, il y a 15 jours, vaudrait aujourd'hui un peu plus d'1 dollar. Donc 3 dollars, il me semble, très exactement. Donc vraiment effondrement de ce projet, et cela donc renforce l'incertitude pour d'autres projets, et notamment, hein, il y a des craintes d'un effondrement du marché des stablecoins. On a Tether qui passe sous la loupe, hein. C'est le plus grand des stablecoins du marché. Et vous voyez ici le Fear and Greed Index, hein. On est en peur extrême sur le marché des crypto-monnaies. Il faut noter que très souvent, lorsque l'on est en peur extrême, ce sont des points, ce sont des niveaux sur lesquels il faut acheter. C'est à ce moment-là que les investisseurs les plus aguerris entrent sur le marché des crypto-monnaies, lorsque le Fear and Greed Index est en peur extrême. Alors, donc, et maintenant, donc, ce qui est passé à la loupe, c'est Tether. C'est peut-être la nouvelle menace pour le marché des crypto-monnaies. Et là, dans ce cas-là, ça pourra avoir de graves répercussions sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, suite à l'effondrement de Terra, c'est vraiment ce qui est craint par les investisseurs. Et on notera que selon le Financial Times, Tether a refusé de divulguer les détails des 40 milliards de dollars détenus dans des obligations du gouvernement américain, par crainte de révéler sa sécurité secrète, alors même que l'on a cette vente massive sur Terra. Donc Tether est vraiment au centre des préoccupations des investisseurs, et c'est ce qui laisse planer le doute, hein, à l'heure actuelle sur les stablecoins. Et un effondrement de Tether aurait vraiment de grosses répercussions sur le marché des crypto-monnaies en général. Et ici, vous retrouverez à droite les différents composants, hein, des réserves de stablecoin. Et donc, c'est ce qui permet, hein, de garder justement cet ancrage au dollar américain. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Donc, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé de l'inflation, on a parlé de la politique monétaire, bien entendu. On a parlé de matières premières, hein, du blé et de métaux industriels comme
le cuivre et l'aluminium. Et on a terminé par le marché des crypto-monnaies pour faire une suite à ce Good Morning Market de la semaine dernière lorsque l'on avait décrit très exactement ce qui s'était passé sur Terra Luna et donc l'impact sur le Bitcoin. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain Good Morning Market. Au revoir.